La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 29 septembre 2025 qui s'appelle ce matin « Le shutdown s'invite encore en bourse ». Sur les marchés financiers, on a beaucoup parlé la semaine dernière des craintes de retour de manivelle après la remontada des indices américains depuis le creux du mois d'avril. Eh bien au final, Wall Street n'a que modérément baissé et l'Europe a même gagné un petit peu de terrain. Ce matin, l'ambiance a l'air de rester positive malgré les craintes de paralysie budgétaire aux États-Unis à l'approche de la fin du mois. Le sentiment de saturation haussière qui planait sur les marchés américains la semaine dernière s'est donc dissipé vendredi avec le rebond des indices après 3 séances de recul. Wall Street affiche malgré tout un léger repli sur la semaine écoulée, en dépit du record qui avait été touché en séance par le S&P 500 mardi à 6699 points. L'Europe, elle s'en sort un petit peu mieux, portée par un redressement plus marqué encore que Wall Street vendredi. Ainsi, des indices comme le Stoxx Europe 600, le CAC 40 ou le DAX ont clôturé la semaine en légère hausse. Du coup, si rien ne part en cacahuète d'ici demain soir, septembre 2025 ne devrait pas venir gonfler les statistiques boursières toutes pourries des mois de septembre. Pour le reste, c'est un peu la routine, la Maison-Blanche continue à donner le tempo au reste du monde dans les domaines économiques et politiques. Ainsi, jusqu'à une date récente, c'est la politique monétaire qui accaparait l'attention. Bien sûr, elle n'est jamais très loin, mais elle est quand même remplacée en ce début de semaine par le retour de l'impasse budgétaire aux États-Unis, le fameux shutdown. Donc, dans le jargon budgétaire américain, un shutdown, c'est ce qui se produit quand le Congrès n'arrive pas à voter le financement de l'État fédéral à temps parce que la Constitution US interdit de dépenser de l'argent sans autorisation préalable. Attention quand même, on a tendance à confondre shutdown et debt ceiling. Debt ceiling, c'est le plafond de la dette, qui sont deux dramas récurrents aux États-Unis. Le shutdown, c'est un problème budgétaire, alors que le debt ceiling, c'est un problème de relèvement du droit à emprunter. Les deux soucis partagent quand même quelques caractéristiques. D'abord, ils mettent le bazar, et ensuite il nécessite une majorité ou au moins un consensus politique pour sortir de l'impasse. Alors le résultat immédiatement visible d'un shutdown, c'est musées fermés, fonctionnaires mis au chômage technique et services publics à l'arrêt. Seules les fonctions jugées essentielles comme l'armée, les soins ou le contrôle aérien continuent à tourner. Il faut quand même rappeler que les shutdowns sont presque devenus une tradition américaine au même titre que les dindes de Thanksgiving. Le plus long date de 2018-2019 sous Donald Trump déjà, avec 35 jours de paralysie autour d'un bras de fer sur le financement du fameux mur à la frontière mexicaine. Mais avant cela, on en compte quand même une vingtaine sur les 50 dernières années, et à chaque fois pour les mêmes raisons, caprice politique, stratégie de communication ou guerre de tranchées budgétaires, et souvent les trois à la fois. Donc ce n'est pas vraiment une faille du système, c'est le système lui-même. Quant à la gravité d'un shutdown, elle est à double lecture. À court terme, l'impact économique direct est limité, les salaires non versés finissent en général par être rattrapés et l'économie privée continue de tourner, mais en revanche, les conséquences symboliques et politiques sont plutôt sérieuses, image d'un état dysfonctionnel, perte de confiance des citoyens, fonctionnaires non payés et inquiétude des marchés financiers, plus retard dans certains services, il y a beaucoup de conséquences. Alors les marchés s'agitent généralement un petit peu en cas de shutdown, mais les excès sont quand même assez rares, sauf bien sûr quand la situation est révélatrice d'un mal plus profond, qu'elle cristallise une somme d'autres inquiétudes ou qu'elle est un domino titubant au milieu des autres. Histoire d'anticiper, Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui les 4 principaux dirigeants du Congrès pour tenter d'éviter un blocage au soir du 30 septembre, c'est-à-dire demain. Le plus souvent, il faut quand même souligner qu'un accord de dernière minute est trouvé et que les choses rentrent dans l'ordre jusqu'au prochain psychodrame. Mais bon, c'est quand même pas une science exacte, donc il faut suivre ça de près et ça peut déstabiliser les marchés. On passe aux autres infos politico-économico-géopolitiques à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. Il y en a pas mal aujourd'hui. D'abord, Xi Jinping chercherait à obtenir une énorme concession de la part de Donald Trump qu'il s'oppose à l'indépendance de Taïwan, c'est une info du Wall Street Journal. Donald Trump qui déploie des troupes à Portland aux États-Unis. Par ailleurs, le président des États-Unis aurait demandé à la Cour suprême de décider s'il peut mettre fin au droit du sol. Ça, c'est une information de CNN. On continue avec le président des États-Unis. Les négociations de paix au Proche-Orient seraient très proches d'aboutir, a-t-il indiqué hier à Axios. Côté Europe, on cherche la parade aux incursions de drones non identifiés dans son espace aérien. Le parti pro-UE en Moldavie est en passe de remporter les élections législatives. C'est un test important pour l'Union. Toujours
En Europe, Fitch et Moody's ont relevé la notation crédit de l'Espagne d'un cran, respectivement à A et A3. Le brut recule sur fond de spéculation sur l'annonce d'une nouvelle hausse de production lors de la réunion de l'OPEP+, le 5 octobre. Et sur l'agenda macro de la semaine, on a les premiers chiffres de l'inflation de septembre en Europe, dès aujourd'hui en Espagne et puis mardi et mercredi ailleurs, ainsi que des données toutes fraîches sur l'emploi qui sont attendues aux États-Unis vendredi pour le mois de septembre, sauf évidemment si le shutdown empêche leur publication. Côté Asie-Pacifique, ce matin, le Nikkei 225 japonais démarre la semaine en repli de 0,8% sur des prises de bénéfices après les records de la semaine dernière et aussi un impact technique du détachement de nombreux dividendes aujourd'hui au Japon. Ailleurs, c'est plutôt le vert qui domine, notamment en Australie plus 0,8% et en Inde plus 0,5%. La Corée du Sud gagne 1,5%. Du côté de Hong Kong, du vert aussi, le Hang Seng prend plus de 1%. Il est soutenu par des indicateurs industriels positifs en Chine, notamment un bond des bénéfices industriels chinois en août, c'est une première en 4 mois, et aussi par des mesures de soutien public en faveur de l'industrie des métaux précieux et des terres rares. Il faut noter que la Golden Week chinoise débute mercredi, ce qui entraîne la fermeture des marchés de Chine continentale du 1er au 8 octobre inclus. Côté Hong Kong, le marché sera fermé les 1er et 7 octobre, mais il restera ouvert les autres jours. Les indicateurs avancés occidentaux, ce matin, ils pointent vers une ouverture en hausse robuste. On passe maintenant à l'actualité des sociétés en France. Valentino, l'entreprise commune Mayhoola Kering, est en pourparlers avec ses créanciers en vue d'un allègement de sa dette. 16 ans après le crash du vol Air France 447 Rio-Paris, Air France et Airbus, initialement relaxés, sont rejugés en appel à Paris pour homicide involontaire. Un juge fédéral américain a rejeté la plainte antitrust visant EssilorLuxottica, mais a accordé aux plaignants une dernière chance de déposer une version amendée d'ici le 17 octobre. Toujours aux États-Unis, Chrysler, la filiale de Stellantis, rappelle 124 000 véhicules car certaines pièces de garniture peuvent tomber, créant un danger selon la NHTSA. Saint-Gobain a inauguré une grosse usine de plaques de plâtre au Canada, entièrement alimentée en ENR. Exosense a décroché un contrat de 17 000 monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole. La filiale japonaise de GL Events serait dans la tourmente à cause de l'exposition universelle d'Osaka selon Libération. Bonduel réduit ses pertes annuelles et confirme viser une amélioration de sa rentabilité sur le nouvel exercice, et Steve prend le contrôle de Boss Products. Sur l'agenda des publications, outre Bonduel, on avait Equasense, DLSI, Account, FSDV ou encore Soditech. Dans le reste de l'Europe, le Danois Genmab va racheter Merus, une société de biotech néerlandaise cotée au Nasdaq qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou pour 8 milliards de dollars. DSM Firmenich aurait relancé des discussions avec Apollo et CVC pour vendre son pôle santé animale et nutrition valorisé autour de 3 milliards d'euros selon Bloomberg. Impresa, le groupe portugais, a révélé que son actionnaire majoritaire est en pourparlers pour vendre une part importante de son capital à MFE. Landis et Gear cèdent ses activités EMEA à Aurelius pour une valeur d'entreprise de 215 millions de dollars. Volkswagen, pour sa part, aurait engagé des experts externes pour restructurer sa filiale en Inde selon Reuters. Givaudan investit 40 millions de francs dans une nouvelle usine de parfum en Chine. ING attend toujours le feu vert réglementaire pour vendre ses activités en Russie. Et Klöckner vend 8 sites de distribution d'acier aux États-Unis. En Amérique du Nord, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a flambé de 15% vendredi après l'annonce d'un projet de retrait de la cote boursière sur la base d'une valorisation qui serait de 50 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Le FT de son côté annonce qu'Occidental Petroleum serait en pourparlers pour vendre sa division Oxychem pour au moins 10 milliards de dollars. Du côté de Boeing, le titre a progressé vendredi parce que la FAA va assouplir les restrictions sur les livraisons d'appareils du groupe. Apple crée une application de type ChatGPT pour tester la nouvelle version de Siri selon Bloomberg. Donald Trump fait pression sur Microsoft pour que le groupe licencie Lisa Monaco, une haute dirigeante en charge des relations avec les gouvernements à cause de son passé de procureur général adjointe. Sikorsky, la filiale de Lockheed Martin, a reçu un contrat de 5 ans pour la construction de 99 hélicoptères de transport lourd pour le corps des Marines, et General Dynamics annonce que sa branche bateau électrique a reçu 642 millions de dollars de commandes pour des travaux sur les sous-marins de classe Virginia, toujours aux États-Unis. Sur l'agenda des publications outre-Atlantique, on a Carnival et Jeffrey
entreprises, notamment aujourd'hui. Dans le reste du monde, Londres est contraint de débloquer des fonds pour aider Jaguar Land Rover, la filiale de l'indien Tata Motors, à surmonter la cyberattaque qui a désorganisé l'entreprise. SoftBank et Arc discuteraient d'un co-investissement dans Tether. Sony Financial Group, le spin-off de Sony, affiche des débuts tonitruants en bourse, plus 37% le jour de l'IPO. Nidec perd 2% à Tokyo après avoir publié ses comptes dans les temps mais sans la certification de ses auditeurs qui réclament davantage d'informations. En Australie, le laboratoire Promedicus déclare ne pas être concerné par les droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques. Et enfin, Isuzu et Toyota développent conjointement un autobus routier à pile à combustible de nouvelle génération. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.